Merci de regarder Africa Today Télévision TATV. Bonsoir à tous. Voici les titres de cette grande édition du soir. Dans le pays, la lutte contre la pêche illicite sur les eaux guinéennes commence à porter ses fruits. Un bateau chinois vient d'être arraisonné et un autre en fuite est en voie d'extradition vers la Guinée. Ils devront payer une amende allant de 1 million à 2 millions d'euros. Et puis, la moyenne Guinée bientôt reboisée avec 1 million de plantes offertes par le groupe organisé des hommes d'affaires Goa. Ils l'ont fait savoir ce mercredi lors d'une conférence de presse. Cette initiative a pour objectif de lutter contre le réchauffement climatique et protéger l'écosystème. Sur le continent, évacuation en Côte d'Ivoire du parc national du Mont Péco. Plusieurs dizaines de milliers de producteurs de cacao ont été expulsés par le gouvernement. Ces derniers occupaient illégalement les lieux. C'est tout pour ce sommaire. Bienvenue dans ce 20h. Le gouvernement guinéen et ses partenaires techniques et financiers intervenant dans le domaine sanitaire ont procédé ce mercredi à Conakry à la signature du Compact national de santé. C'est un document qui permet d'améliorer l'efficacité de l'aide au renforcement du système de santé en Guinée. Il permettra également au pays de progresser ainsi vers la réalisation des objectifs de développement liés à la santé et les précisions avec Omar Sow. Les autorités de la Troisième République entendent donner un nouvel élan au système de santé. Mais pour relever ce défi, la Guinée a besoin, selon le ministre de la Santé, d'une mobilisation des acteurs évoluant dans le domaine. D'où la mise en place d'un compact national de santé qui est un document axé sur la relance et la résilience du système sanitaire en République de Guinée. En organisant la présente session de signature du compact, l'objectif visé est d'arriver à un engagement de l'ensemble des parties prenantes sur la mobilisation des ressources nécessaires à la réalisation de notre plan national de développement sanitaire dans un cadre harmonisé. Selon le chef de file des partenaires techniques et financiers, le compact est une véritable plateforme commune pour la collaboration internationale dans le domaine sanitaire. Il est aussi une opportunité pour canaliser les efforts autour d'objectifs durables liés à la santé. C'est ici le lieu, pour nous, partenaires techniques et financiers, de vous réitérer une fois de plus notre détermination à relever les défis de la santé à vos côtés. Dans notre collaboration, dans le cadre des prochaines étapes, je voudrais souligner la nécessité de la mise sur pied du comité chargé d'assurer le suivi de la mise en œuvre du compact. Ceci permettra aux parties prenantes de maintenir le dialogue et de mesurer les progrès. Pour le chef de l'État, des leçons tirées de l'épidémie d'Ebola ont permis à la Guinée d'accorder une priorité au secteur de la santé. Une réalité qui permet désormais au pays de se doter des stratégies lui permettant de faire face à tous les événements de santé publique. La mise en place de ce compact national santé est le ressort indispensable sans nul doute pour l'atteinte des objectifs et priorités nationales en lien avec les objectifs de développement durable et surtout le soutien dû au plan national de développement sanitaire, instrument privilégié de services mis à la disposition pour l'amélioration de l'état de santé des populations. Cette année, 3000 nouveaux agents de santé ont été recrutés, et cela pour améliorer la disponibilité du personnel dans les zones rurales. Autre instruction donnée par le président de la République, c'est celle de la prise en compte des jeunes qui se sont beaucoup illustrés dans la lutte contre le virus Ebola. La Guinée a bouclé la 8e et dernière revue de son programme avec le FMI, Fonds monétaire international. C'est au terme de 2 semaines de travaux avec des membres de cette institution monétaire que la revue a été obtenue pour les autorités guinéennes. Avec cet accord, le gouvernement pourra mobiliser des ressources internes afin de financer le développement social. Alcéni Diallo. C'est enfin effectif, la Guinée vient d'obtenir sa 8e et dernière revue avec le Fonds monétaire international. Un ouf de soulagement après 2 ans de souffrance économique que le pays a connu avec l'épidémie d'Ebola. Pendant 2 semaines, des experts de cette institution de Bretton Woods et ceux de la Guinée ont passé au peigne fin tous les secteurs économiques. Et à la fin des auditions, le FMI a salué les réformes engagées par les autorités guinéennes, d'où l'obtention de cette revue. Les données disponibles montrent que l'activité économique connaît une reprise, mais à un rythme inégal. La reprise est tirée par des chocs positifs de l'offre dans les secteurs miniers, agricoles et de l'énergie, qui
qui ont été moins touchés par l'épidémie Ebola. Les prévisions de croissance en 2016 ont été revues à la hausse à 5,2% au lieu de 3,8% précédemment prévu. La performance dans la mise en œuvre du programme FEC s'est améliorée de manière significative. Tous les critères de performance à fin juin ont été observés, ainsi que tous les objectifs indicatifs à fin mars et à fin juin 2016. À cela, il faut ajouter l'excédent sur le solde budgétaire de base de 0,7% du PIB contre un objectif de déficit de 1,2% que les autorités ont réalisé. Pour Madame la ministre de l'économie, cette revue est l'effort de tous. Il s'agit de la première fois pour la Guinée de conclure un programme et je crois que c'est extrêmement important. Et je crois que cela témoigne également et le reflet aussi d'un travail d'équipe, puisqu'il ne s'agit pas qu'une seule personne ou deux. Je crois que le travail a été extrêmement important au niveau du ministère du Budget, au niveau du ministère du Plan et de la Coopération, au niveau de la Banque centrale et au niveau du ministère de l'Économie et des Finances. Le FMI a par ailleurs invité les autorités à maintenir ce cap. La mission se félicite de l'intention des autorités d'aligner le budget 2017 au financement disponible. La mission encourage les autorités à renforcer les efforts pour finaliser les réformes structurelles du programme FEC, en particulier dans le secteur de l'électricité, et de faire respecter strictement le Code des marchés publics. La mission a pris note des conclusions du rapport d'audit sur les marchés publics signé en 2014 et 2015 et a encouragé les autorités à publier le rapport conformément à leur politique de transparence. Sur la base des observations de cette mission, les services du FMI établiront un rapport qui, sous réserve de l'approbation de la direction, sera soumis à l'examen et à la décision du Conseil d'administration du Fonds monétaire international. Pêche dans ce journal, la coopération sous-régionale en matière de lutte contre la pêche illicite commence à porter fruit. Un bateau chinois vient d'être arraisonné et un autre en fuite, mais en voie d'extradition vers la Guinée. Il court le paiement d'une amende allant de 1 à 2 millions d'euros. Les explications avec Aïssata Foufana. Selon le code des pêches guinéennes, un navire étranger pris en infraction en train de pratiquer la pêche illicite court une amende sévère selon les catégories de navires. Pour ce bateau chinois, Chanyuan U6, arraisonné il y a sous peu par la campagne conjointe de surveillance de la Commission sous-régionale des pêches, le montant est déjà fixé. Ce navire mesure 41,8 mètres de longueur, donc ça rentre dans la catégorie C. Et la sanction qu'on a, l'amende qui doit être imposée varie de 500 000 euros à 1 million d'euros. Donc ça veut dire que la Commission nationale d'arraisonnement a déjà siégé pour notifier à l'armateur effectivement l'infraction qui est commise ainsi que l'amende à laquelle le navire fait face. La notification a été faite et ils ont un délai raisonnable de 90 jours. S'ils ne s'acquittent pas, nous allons être amenés à nationaliser le navire. Quant à l'autre bateau en fuite, il a aussi été identifié et des démarches sont en cours pour son extradition. Pour le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture, c'est l'infraction la plus grave. On appelle ça une circonstance aggravante parce que le navire a été pris la main dans le sac en train de pêcher, mais il a pu rapidement s'évader. Et compte tenu du fait qu'on l'a identifié et les infractions ont été reconnues, même si on n'a pas encore pu entendre l'armateur, mais les faits sont évidents. On a établi, la commission a donc siégé et là aussi on a rendu un jugement. Au lieu, comme c'est les mêmes dimensions, parce que ça appartient à la même société, ces navires ont la même dimension, au lieu de payer 1 million d'euros comme amende, l'amende va être multipliée par 2. En plus de cette sanction, ces bateaux seront dépouillés de leur récolte et armement, ce après avoir payé les amendes infligées. Une manière pour le département de la pêche de dissuader d'autres armateurs clandestins.
La CENI fixée sur un nouveau chronogramme des élections communales et communautaires. Le 18 décembre 2016 est la nouvelle date retenue par l'institution électorale en raison, dit-elle, de la persistance des présentateurs et contraintes rencontrées sur le terrain. L'annonce a été officialisée ce mercredi lors d'une réunion du comité interparti qui a regroupé des représentants de partis politiques et organisations de la société civile. Le point avec Alpha Omar Diallo. Initialement prévues en octobre 2016, les élections communales et communautaires devront désormais se tenir 2 mois après. Des contraintes persistantes dans la mise en œuvre du chronogramme initial ont poussé la CENI à revoir ses plans et donc reconsidérer les délais d'exécution des opérations électorales. Ainsi, au terme de cet exercice, la CENI déclare être techniquement prête à tenir les élections communales initialement prévues en octobre 2016, le 18 décembre 2016. Il reviendra naturellement au président de la République et en dernier ressort, conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution, en son article 65, de fixer la date du scrutin et de convoquer le corps électoral. Ainsi, le dépôt des candidatures est prévu du 24 octobre au 2 novembre 2016 et la campagne électorale du 2 au 16 décembre de la même année. Cette décision de la CENI a été prise lundi au cours d'une plénière. La même plénière a aussi opté pour l'organisation des élections communales et communautaires, un choix défendu par l'organe électoral. Étant entendu que la non-régularisation du statut des districts et quartiers comme étant des sections des collectivités locales par l'Assemblée nationale constitue un handicap majeur pour l'organisation des élections au niveau des districts et des quartiers, il s'est donc imposé à la CENI de n'organiser seulement que les élections communales, c'est-à-dire au niveau des communes urbaines, des 38 communes urbaines et les 304 communes rurales. En clair, la tenue des élections de districts et quartiers dépend de l'Assemblée nationale qui devra tabler sur le statut de ces collectivités. Cette démarche de l'institution électorale trouve son salut chez le président du parti UMP. Nous soutenons et nous apprécions. Une institution ne doit pas s'arrêter parce qu'une disposition ou deux d'une loi ne sont pas conformes. Donc nous apprécions ça. Et notre seule inquiétude, ils ont fixé la nouvelle date au mois de décembre. Et on a vu un chronogramme échelonné de façon accélérée avec des procédures très factorisées. Nous avons une inquiétude, est-ce que avec les élections des scrutins à liste, ils pourront, une CENI qui a tellement de difficultés à fonctionner parce que le plus petit remue-ménage politique arrête et affecte le fonctionnement de cette institution. L'organe de gestion des élections en Guinée a fixé les quotas des candidatures. 10 millions pour les communes urbaines et 5 pour les communes rurales. Environnement dans cette édition, 3 mois après sa caravane de collecte de fonds pour le reboisement de plus de 2000 hectares, le ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts a présenté ce mercredi un premier plan. Tour à tour, les inspecteurs régionaux ont dressé chacun les résultats obtenus sur le terrain. Satisfaits donc des premiers résultats, les responsables du département caressent déjà l'espoir pour la sauvegarde du couvert végétal guinéen. Saloum Kondé. C'est une campagne qui visait à reboiser des espaces dans les 4 coins du pays et le pari n'est pas loin d'être gagné. Le reboisement qui a permis de restaurer plus de 1000 hectares à travers la Guinée indique selon la ministre de l'Environnement que les efforts sont fournis. Pour Aya Christine Sagnon, ce résultat a été rendu possible grâce à l'application de la période de repos qui, selon elle, a été une mesure importante. Et vous avez bien constaté, l'interdiction a été vraiment observée sur toute l'étendue du territoire national pendant les 3 mois. Nous nous sommes attelés aux activités de reboisement. Et aujourd'hui, on est vraiment fiers d'annoncer officiellement que la consommation locale a été permise par le gouvernement. Voilà l'une des mesures la plus importante, c'est de travailler nettement sur tous. Mais pour la réussite de la prochaine campagne de reboisement,
La Fédération des professionnels de la filière bois propose l'instauration de certaines documentations. Et les documentations forestières sont très nombreuses. On va parler des permis de coupe, on va parler des bordereaux de route, on va parler d'identification des camions chargés de bois là où on parle des macarons. Donc tout ça, c'est des mesures qui doivent vraiment dissuader ceux qui veulent frauder, ceux qui veulent faire la clandestinité dans nos secteurs. Les résultats de cette campagne de reboisement réconfortent également le ministre d'État du Tourisme et de l'Artisanat, qui a un projet commun avec le département de l'Environnement. Vous savez que nous avons des parcs très importants. Il y a l'écotourisme en forêt, il y a le bassin du Haut-Niger, qui est le parc du Haut-Niger à Parana, qui constitue une réserve importante. Il y a aussi le parc Nyokolo-Badiar, où la partie sénégalaise a aménagé son site. Nous aussi, avec madame, nous sommes en train de rechercher et de trouver le financement pour aménager la partie guinéenne, le Badiar, faire en sorte qu'en tant que commune, organiser des circuits touristiques de l'écotourisme. Il reste à savoir si le suivi et le contrôle de ces ressources seront permanents sur le terrain. Et puis, d'un autre côté, d'autres s'impliquent également dans ce reboisement avec 1 million de plantes qui seront très prochainement plantées en Moyenne-Guinée par le GOA, entendez, groupe organisé des hommes d'affaires. Cette structure qui met désormais dans ses priorités la protection et la promotion de l'environnement a décliné cette nouvelle vision ce mercredi en conférence de presse. La démarche vise à lutter contre le réchauffement climatique avec ses conséquences dévastatrices sur l'écosystème. Le point avec Sayon Kourouma. La planète Terre est en danger. L'écosystème est frappé de plein fouet par les actions de l'homme sur la nature. Les feux de brousse, les coupes abusives de bois, les gaz à effet de serre ont engendré l'ensablement de fleuves, regrette le MVS, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. La Guinée, château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, cette appellation, selon les experts, ne pourrait plus être dans un avenir proche qu'un lointain souvenir. Le scénario d'une disparition d'un fleuve est à redouter. Soucieux de ce phénomène, le GOA envisage mettre à terre 1 million de plantes en Moyenne-Guinée. Conscient du fait que l'environnement est la base arrière et le support du développement durable et des ressorts économiques de la Guinée, le GOA s'est fait le devoir d'informer les autorités administratives et l'opinion nationale qu'il envisage de démarrer très bientôt un projet de reboisement en Moyenne-Guinée. Il entend par cette voie apporter sa modeste contribution à l'édification d'une nation unie où il fait bon vivre. Pour le GOA, l'écosystème est endommagé par les pratiques malsaines des habitants insoucieux des conséquences dramatiques de la déforestation. À en croire son président Chérif Mohamed Abdallah, l'avenir d'une nation sans arbres est voué à l'échec. D'où toute l'importance de sauvegarder les plantes. Sauver et protéger notre environnement, c'est œuvrer à la construction de la Guinée de demain et de la sous-région en faveur des générations futures, en conformité avec la perception du développement durable. Vu le rapport qui existe entre la déforestation et les effets néfastes des changements climatiques, il faut donc des actions citoyennes. C'est pourquoi le GOA lance un appel. Le GOA invite tous les citoyens à cultiver l'esprit patriotique de protection et de promotion de l'environnement. Le GOA invite plus particulièrement les opérateurs économiques à prendre des initiatives et à soutenir des actions concrètes de reboisement à travers le pays. Le secrétaire général de l'OMVS, Cabinet Komara, invitait récemment les pays membres de l'organisation à prendre des dispositions pour engager une politique de reboisement et de protection des bassins versants du massif du Fouta Djallon. Sinon, pour le cabinet Komara, les États membres de la sous-région peuvent oublier le développement durable. Le GOA dit s'inscrire donc dans cette démarche avec sa caravane de reboisement qui commence très bientôt. Toujours dans cette édition, la Fédération guinéenne des associations de guérisseurs traditionnels et herboristes, FEGACT, a présenté ce mercredi son plan d'action quinquennal 2016-2021. La rencontre a été une occasion pour la structure d'expliquer les difficultés liées à son fonctionnement dans le cadre de la mise en œuvre de ses projets. Le compte rendu de Diao Bachir.
C'est finalement un cri de cœur et l'appel à une justice que la Fédération guinéenne des tradipraticiens et herboristes a voulu lancer ce mercredi 7 septembre 2016. C'est depuis plusieurs mois déjà qu'une guerre de leadership mine la structure, paralysant ainsi son fonctionnement. Selon l'avocat de la dite association Maître Maurice Sartolno, le détournement des fonds de financement alloués par l'État relatif au projet de construction du Centre national de la médecine traditionnelle constitue la cause du blocage de ces activités. Il appelle donc la justice de jouer son rôle pour ne pas décourager les partenaires. Si la justice quand même n'arrive pas à sanctionner, punir sévèrement les auteurs de ce détournement, les bailleurs de fonds vont être découragés. Or, quand les bailleurs de fonds vont être découragés, parce qu'il ne faut pas mettre tout le temps de l'argent à la disposition de l'association des guérisseurs traditionnels, que cet argent-là est détourné. Selon les documents présentés par la FEGAG, plus de 2 milliards de francs guinéens auraient été détournés. La plainte déjà à la justice, Maître Tolno demande que le droit soit dit pour permettre à la structure de fonctionner en faveur des citoyens guinéens. J'interpelle donc la justice guinéenne de jouer quand même le rôle et en cas de conflit, c'est-à-dire détournement de l'argent, en cas où la plainte est portée contre les auteurs, il faudrait que l'association des guérisseurs traditionnels soit établie dans les droits, c'est-à-dire que le montant détourné soit recherché partout, le montant se trouve, et mettre à la disposition des guérisseurs traditionnels, ne serait-ce que pour leur permettre d'accomplir leur mission qui consiste à assister les citoyens guinéens qui sont victimes de certaines maladies. Les regards restent donc tournés vers les autorités judiciaires pour une issue favorable. Et puis on parle de ces jeunes gagnants du Yali. 13 des 15 Guinéens bénéficiaires du Yali ont regagné Conakry depuis quelques semaines. Les jeunes leaders du pays rentrent des États-Unis avec diverses expériences qu'ils comptent partager avec d'autres jeunes. Chacun d'eux entend agir dans un domaine spécifique pour contribuer au développement économique du pays. Ces Yali étaient ce mercredi face aux hommes de médias à Koleya. Salou Yombono. 50 jeunes venus de 22 pays africains ont bénéficié cette année de ce programme qui promouvoit le leadership juvénile sur le continent. Parmi les gagnants, 15 Guinéens qui, depuis le 16 juin, séjournent aux États-Unis pour acquérir diverses connaissances. Pour revenir sur le programme, nous avons quitté la Guinée le 16 juin pour 16 semaines aux États-Unis. Pardon, 7 semaines je voulais dire, 7 semaines aux États-Unis. Okay. Et il y a eu, parmi ces 7 semaines, il y a eu, ce programme donnait l'opportunité pour 3 disciplines. La première discipline, c'était pour ce qu'ils appellent public management, et la deuxième, c'était pour l'entrepreneuriat, et la troisième, c'était pour la promotion des droits de l'homme. Le périple, qui a duré 6 semaines, a été non seulement une opportunité de découverte, mais aussi de rencontre pour ces jeunes qui réalisent, disent-ils, le rêve de plusieurs autres. De leur retour aux États-Unis, les Yali guinéens ne rentrent pas bredouilles. Je suis rentré avec l'idée de démarrer un projet dans l'agroalimentaire. Et ce projet, pour un départ, va concerner les fruits et les légumes. Donc notre objectif, ce sera de prendre les fruits et les légumes des mains des agriculteurs et de les revendre. Dans un premier temps, ce sera cela, afin de contribuer de notre manière à l'autosuffisance alimentaire. Georges-Philippe Kumbassa, lui, a même bénéficié de 25 000 $ pour le financement de son projet. Le Yali guinéen compte se mettre au service des agriculteurs pour accroître leurs revenus. Moi particulièrement, ça serait aider les agriculteurs à pouvoir avoir un accès plus facile, au marché. Donc je vais mettre en place un réseau de distribution logistique qui va les aider à transporter leurs produits des champs plus facilement sur les marchés pour qu'ils aient encore plus de bénéfices. 2 des Yali guinéens poursuivent leur séjour au pays de l'oncle Sam où ils bénéficient de stages de perfectionnement.
L'opération de protection du parc national du Mont Péko lancée par la Côte d'Ivoire commence à prendre forme. De nombreux producteurs de cacao ont été expulsés ce mercredi par le gouvernement. Ils occupaient illégalement ces lieux. On rappelle que le projet a été mis en œuvre depuis fin juillet 2016. Suivez. La Côte d'Ivoire a lancé une opération de protection du parc national du Mont Péko, situé à l'ouest du territoire. Selon les autorités, ce patrimoine écologique abrite les derniers éléphants nains, une espèce fortement menacée par la déforestation, du fait notamment de la culture du cacao par des occupants illégaux. Depuis fin juillet 2016, le projet a été mis en œuvre. Des milliers de personnes y sont expulsées pour tenter de sauver l'écosystème en disparition. On les avait informés par le biais du préfet, a tenu plusieurs missions pour les informer qu'ils doivent partir. Ils ont commencé à partir, vous pouvez le constater. Il y a les maisons qui sont décoiffées. Donc, je pense qu'il y a encore certains qui sont hésitants. Apparemment, il n'y a pas d'affluence comme les précédentes fois quand on venait ici. Vous avez vu que le monde commence à se partir. On espère qu'ils vont vraiment cette dernière décision, ils vont croire à ça et ils vont effectivement sortir pour que l'État de Côte d'Ivoire puisse effectivement réhabiliter le parc dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Après les phases de sensibilisation et d'expulsion des occupants illégaux, les autorités ivoiriennes veulent mettre en œuvre des mesures d'accompagnement pour aider les populations expulsées. Le budget du plan d'évacuation du parc est estimé à 250 millions de francs CFA, mais les personnes expulsées s'impatientent. Elles dénoncent la duplicité des autorités au vu du nombre actuel de personnes aujourd'hui sans abri, la plupart étant des agriculteurs. Le parc, qui s'étend sur 34 000 hectares, était occupé à 70% par des planteurs qui cultivent du cacao. Je dis que l'État nous a trompés. Pourquoi? Depuis 3 ans, on nous a dit on va faire ça pour vous, on va faire ça pour vous, on va faire ça pour vous. Dans une semaine, il vient changer tous les programmes. Quant à moi, si l'État savait que notre départ là, ça va devenir comme ça, s'il avait nous dit depuis 2014 là, peut-être absolument même là, il y a beaucoup d'hommes qui seront déjà partis. Mais ils nous font croire qu'ils vont faire quelque chose pour nous. À cause de ça, les gens sont restés jusqu'à la dernière minute. Ils viennent dire que vraiment, nous ne pourrons plus prendre votre charge. Le parc national du Mont Péko est l'un des 8 parcs nationaux de la Côte d'Ivoire et il tire son nom du Mont Péko qui culmine à plus de 1000 mètres d'altitude. Pour certains analystes, si des mesures urgentes ne sont pas prises, la disparition du parc pourrait avoir des conséquences sur la production agricole du pays. La Côte d'Ivoire étant le premier producteur de cacao à l'échelle mondiale. En prélude du sommet ASEAN où les États-Unis prennent part, le président Barack Obama s'est rendu dans un centre de réhabilitation des victimes des engins sous munitions à Laos, où les stigmates de la guerre du Vietnam sont encore présents. Le patron de la Maison-Blanche est le premier président américain à se rendre dans le pays et surtout pas les mains vides. Il a promis 90 millions de dollars pour accélérer le déminage de près de 80 millions de bombes qui menaceraient encore d'exploser. Regardez. Il y a encore quelques semaines, Viet, 13 ans, profitait des vacances scolaires dans son village du nord du Laos. Aujourd'hui, il enchaîne les examens médicaux dans l'espoir que les médecins pourront sauver ses mains. Alors qu'il aidait sa famille à préparer le champ pour la semence du riz, sa pelle a heurté une bombe à sous-munitions. Nous venions de terminer le travail au champ et nous nous reposions dans la cabane pendant que mon frère continuait à désherber. Il a vu quelque chose dans la terre, il a creusé pour voir ce que c'était et c'est là que ça a explosé. Nous l'avons entendu pleurer et crier et on a tout de suite compris ce qui s'était passé. Comme plus de 40 personnes chaque année au Laos, Viet a été victime d'une des bombes à sous-munitions qui parsèment encore le territoire, héritage meurtrier des bombardements secrets menés ici par les Américains pendant la guerre du Vietnam. À quelques kilomètres seulement de la frontière, la province de Xian Quang a été l'une des plus durement touchées. Ça fait plus de 40 ans que la guerre est terminée, mais il reste des bombes à sous-munitions partout dans la région. Elles sont très dangereuses pour la population. Les gens ont peur de cultiver leurs terres et cela ralentit notre développement socio-économique. Le Laos détient le record du pays le plus bombardé au monde par habitant. Jusqu'à récemment,
On estimait à plusieurs centaines d'années le travail de déminage nécessaire pour nettoyer le pays de ces bombes. Mais depuis l'an dernier, une nouvelle approche basée sur une cartographie des zones à risque amène de nouveaux espoirs. Il s'agit d'une nouvelle méthode au Laos qui se base sur des enquêtes préalables. Au moment de déminer, nous pouvons nous concentrer sur les zones les plus contaminées. Grâce à cette méthode, les équipes de déminage trouvent et détruisent 4 fois plus de bombes qu'auparavant. D'ici 25 ans, nous espérons avoir déminé la majeure partie du pays. Lors de sa visite au Laos, Barack Obama a annoncé un renforcement massif du soutien financier au déminage. Un espoir pour les Laotiens de surmonter enfin cet héritage douloureux. Dernier point de cette édition, aux États-Unis, les Sioux ont déterré la hache de guerre. Les Indiens du Dakota du Nord dénoncent la construction d'un oléoduc géant sur leur terre sacrée. Plusieurs centaines d'entre eux ont installé leur campement dans les plaines de leurs ancêtres, une situation qui a déjà déclenché de violentes manifestations le week-end dernier. Suivez. Depuis les immenses prairies du Dakota du Nord, le chant des Sioux, Lakota, sera-t-il entendu à Washington? Comme leurs ancêtres nomades, ces centaines de descendants des Amérindiens ont quitté leurs réserves. Voilà plusieurs semaines qu'ils ont réinvesti la plaine où reposent selon eux les esprits de leurs aïeux. À mesure qu'il grandit, le mouvement d'occupation se rapproche toujours un peu plus des bulldozers de la compagnie texane en charge de la construction de l'oléoduc. À tel point que ce week-end, des échauffourées ont éclaté à Cannonball. Depuis, le chantier est provisoirement suspendu, une première victoire ressentie par la tribu comme une renaissance. Pendant de nombreuses années, nous sommes restés passifs. On essayait d'être heureux en prenant ce qu'ils voulaient bien nous donner. Mais depuis quelques années, les tribus sont plus actives. Nous voulons ce que nous méritons. Nous voulons que les traités soient honorés. Dans le camp, les visages racontent l'histoire du peuple amérindien. Plusieurs membres d'autres tribus sont venus rejoindre leurs frères Sioux dans leur combat pour la sauvegarde de ces terres sacrées, mais aussi de l'environnement. Car non loin de là coule la rivière Missouri, dont l'écosystème est menacé par le chantier. Voilà 500 ans que notre peuple a mis le monde en garde contre la destruction de notre terre et de ses conséquences désastreuses. Vous devez respecter l'environnement, il le faut. Nous le disons depuis longtemps, mais aujourd'hui, nous sommes de plus en plus écoutés. En attendant la décision d'un juge fédéral avant la fin de la semaine, les tribus rassemblées ici refont l'histoire. Il y a 140 ans exactement, le célèbre leader Sioux Crazy Horse, le cheval fou, conduisait les siens à la victoire contre l'armée américaine. Il était né par ici dans une tribu Lakota et d'après les anciens, son esprit flotterait toujours dans ces plaines. Fini cette édition d'information. Merci à tous pour l'attention. Les programmes continuent sur Africa Today Télévision.